Alors, bonjour à toutes et à tous. Et comment? Je remercie de nouveau le comité d'organisation pour l'invitation. Je vais vous présenter un petit peu, je voulais vous partager avec vous ces idées-là. Ce n'est pas un plan très précis, mais je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de la diversité cultivée en France et un petit peu ailleurs dans le monde, parler des différents paradigmes pour regarder cette diversité. Et puis, dans une deuxième partie, parler plutôt de comment on peut mobiliser la diversité génétique cultivée au service de la transition en agroécologie. Alors, donc dans l'histoire de l'amélioration des plantes qu'on a vu un petit peu ce matin, je vais présenter, je vais revenir un petit peu sur la manière de gérer la diversité qui a opéré pendant des milliers d'années entre la domestication des plantes, depuis la domestication des plantes cultivées. On peut considérer que dans chaque champ d'un paysan ou d'une paysanne, on a une population de plantes qui peuvent être toutes un petit peu différentes les unes des autres, qui chacune est soumise aux pressions évolutives locales, à la sélection naturelle, mais aussi à la sélection liée aux pratiques paysannes, et qu'entre ces populations peuvent avoir lieu des échanges génétiques, des flux de gènes à travers la circulation des semences liées aux pratiques paysannes, mais aussi à travers des flux de pollen pour les espèces allogames. Et si on considère ce qui se passe dans un champ, finalement, donc l'agriculteur, il va à la fois contribuer avec ce champ à la production de produits alimentaires ou pour s'habiller ou autre chose, mais aussi il va sélectionner, puisque c'est à travers le choix des semences qui va faire que vont être réensemencées l'année suivante la population. Et également, si on considère l'ensemble de ces populations-là, on voit qu'on va avoir non seulement une conservation de la diversité génétique, mais même un renouvellement, voire une création de diversité à travers la différenciation qui peut avoir lieu dans chaque population, et puis la réintroduction de gènes par ces échanges. Donc on a ces trois fonctions qui sont liées à l'activité de gestion paysanne. Alors ensuite, ça a été, je vais aller assez vite, ça s'est accéléré à la fin du 19e siècle en France. Ça a été présenté aussi ce matin, avec, on arrive à un paysage avec tout un ensemble de variétés populations locales, variétés de pays qui sont cultivés par les paysans, qui sont à la fois adaptés localement, qui sont sélectionnés pour des caractères morphologiques, mais aussi pour l'alimentation, etc. Et puis des échanges de graines entre paysans. Et dès la fin du 19e siècle, on commence à voir des agriculteurs qui se spécialisent, qui réalisent des premières expériences, non pas, je dirais, de sélection massale consciente, mais de sélection massale qui va être décrite et dont on va retrouver la trace. Et donc avec, par exemple, la betterave de Vilmorin ou la variété de seigle de Schlangstedt. On a aussi rapidement, dès les années 80, les premiers croisements, les premières hybridations entre plantes cultivées. Et puis, comme ça a été dit, au début du XXe siècle, avec la redécouverte des lois de Mendel et la compréhension de l'hérédité, une intensité de la sélection qui va pouvoir s'augmenter pour aller vers la sélection de variétés de plus en plus homogènes et spécifiques et performantes par des agriculteurs qui se spécialisent dans ce métier-là. Et donc, en se spécialisant, ils vont se mettre à distribuer ces variétés aux autres agriculteurs qui vont pouvoir progressivement remplacer les variétés de pays, les variétés locales, par ces variétés améliorées. Alors, au début du XXe siècle, ou plus précisément toute la première moitié du XXe siècle, on peut considérer que cette sélection, cette amélioration génétique, elle constitue l'un des trois piliers de la modernisation agricole en France, avec la mécanisation,
mais aussi avec l'utilisation accrue d'engrais minéraux, notamment de synthèse, puisque avec la Première Guerre mondiale, on maîtrise la synthèse des engrais azotés. Et cette amélioration génétique, elle va se concentrer beaucoup pour adapter les variétés à la culture en conditions, on va dire, optimisées par les engrais et puis par l'irrigation, avec notamment la réduction progressive de la hauteur des plantes, la réduction de la longueur des pailles des céréales notamment, et la découverte des gènes de nanisme qui constitueront la base de la révolution verte ailleurs, un peu partout dans le monde. Donc on a ce paysage-là, la sélection qui s'est professionnalisée avec un objectif qui devient de variétés plus homogènes, plus performantes, donc la lignée pure pour les espèces qui s'autofécondent, mais les hybridés fins, comme on l'a vu aussi pour les espèces qui se croisent. Et puis on a une réglementation qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vient renforcer l'adoption des nouvelles variétés, avec la création du catalogue de variétés et des critères pour pouvoir inscrire les nouvelles variétés au catalogue, notamment l'homogénéité génétique des variétés. Et donc on passe à un système où l'innovation était distribuée entre tous les paysans et les paysannes à une innovation qui est déléguée avec une spécialisation des tâches que l'on peut représenter un petit peu comme ça, avec cette organisation compartimentée où l'évolution de l'espèce et la sélection ne se fait plus que chez les sélectionneurs et obtenteurs, qui sont ceux qui vont faire des croisements et la sélection, qui vont ensuite vendre les semences des variétés. Et les agriculteurs deviennent les utilisateurs finaux de ces semences. Et tout ce qui pousse dans leur champ, ça ne va plus contribuer à l'évolution de l'espèce, mais principalement à la production. Alors, on est maintenant dans les années 50, 60, 70, et donc avec cette révolution verte au niveau mondial, on a aussi une prise de conscience par les scientifiques que le remplacement de toutes ces variétés locales ou variétés de pays par les variétés modernes présente un risque d'érosion génétique. Et donc, comme ça a été dit aussi, on va voir se généraliser les collectes de ressources génétiques, enfin les collectes de variétés locales ou variétés de pays un petit peu partout dans le monde, qui vont venir constituer des collections, des banques de graines, donc être stockées dans des chambres froides pour préserver une image de la diversité génétique disponible à ce moment-là, une image à l'identique pour la suite. Et donc on voit qu'on a ici la production, la sélection et la conservation qui sont complètement éclatées, avec cette espèce de paradoxe où on a la révolution verte qui va pousser vers le remplacement de toutes les variétés locales, variétés de pays, par des variétés élites adaptées à la culture avec des engrais et l'irrigation, et en même temps un souci de collecter le plus possible la diversité génétique disponible et pour la mettre en conservation dans ces banques de graines. Et donc ça, c'est ce dont témoigne Erna Bennett, qui est une grande scientifique, écologue, généticienne des populations, qui a travaillé à la FAO et qui donc constate cette forme de contradiction. Donc, pour décrire un petit peu le paradigme dans lequel la diversité génétique cultivée est considérée, donc Christophe Bonneuil et Mariana Fenzi, donc Christophe Bonneuil qui est historien des sciences, l'ont appelé moderniste, ou on pourrait l'appeler ressourciste. On voit la diversité, on l'appelle, c'est à ce moment-là qu'émerge le terme de ressources génétiques, et on la considère comme un stock, un réservoir de gènes, un réservoir d'allèles. En amélioration des plantes, on va chercher à développer peu de variétés, prédictibles mais efficaces en environnement optimal. Et ce qu'on va cultiver dans les champs, ce sont ces variétés qui sont des peuplements homogènes génétiquement et aussi avec une simplification des paysages. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais un nombre d'espèces cultivées réduit.
La conservation, pour ça, c'est une conservation, comme on l'a vu, statique, c'est-à-dire on essaie de conserver à l'identique, déconnecté de l'environnement, ex situ, et on sépare la conservation de l'utilisation. Le statut des ressources génétiques à ce moment-là, c'est un patrimoine commun de l'humanité, et donc l'accès est important puisque l'amélioration des plantes repose sur cette logique incrémentale d'améliorer progressivement le pool génétique. Et donc cette vision, ce paradigme, il va perdurer, donc il va émerger principalement, enfin se concrétiser en 1972 avec la conférence de Stockholm, et il va perdurer essentiellement jusqu'en 1992 avec la Convention pour la diversité biologique de Rio, qui, elle, là, va changer le statut des ressources génétiques et va faire évoluer les choses. J'y reviendrai plus tard. Alors, comment ça se traduit en France? On peut visualiser ce remplacement des variétés de pays, variétés locales, par les variétés commerciales, les variétés élites lignée pure. Pour le blé tendre, j'ai oublié de vous dire, mais en fait, je vais parler principalement de blé tendre parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc, en bleu, ces variétés de pays qui disparaissent rapidement, qui sont remplacées par des variétés que j'ai appelées anciennes, qui sont les premières sélections, qui contiennent encore un petit peu de diversité intrinsèque à l'intérieur de la variété. Et puis, dans les années 60-70, on se trouve uniquement avec la culture de variétés lignée pure, homogène génétiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on voit là qu'il y a une forme de perte de diversité interne aux variétés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à dire parce qu'en France, en fait, on n'a plus accès à la diversité des génétiques intrinsèques de ces variétés qui étaient cultivées à ce moment-là. On n'a plus que des échantillons dans les banques de graines. Donc, on n'est pas capable de décrire, de comparer la diversité présente dans les paysages. On a toutefois essayé de caractériser un peu la diversité de variétés population, de variétés paysannes, dans le cadre d'un projet européen. Alors, je ne vais pas vous parler de tout, mais juste vous présenter. On a analysé avec des marqueurs moléculaires, donc des points sur le génome, une centaine sur le génome de toutes ces plantes de blé, leur diversité génétique. On a comparé une variété commerciale, Renan, une variété de pays conservés en banque de graines pendant très longtemps, et une variété de pays cultivée toujours par les paysans, donc une variété italienne, dans les Abruzzes depuis le XVIe siècle. Alors, ce qu'on voit rapidement ici, ce sont les groupes génétiques avec des couleurs différentes. On voit que ces deux-là sont homogènes, alors que la Solina est composée de 5 groupes génétiques différents. Et puis, quand on va regarder un peu plus en détail les plantes individuellement, chaque petit numéro, c'est une plante, c'est un génotype différent. Ce qu'on voit, c'est qu'en beige, toujours la variété Haute-Loire issue de conservation en banque de graines, elle est quasiment composée d'un seul génotype, les presque 200 plantes qu'on a analysées. La variété commerciale, elle est composée majoritairement d'un seul génotype et puis d'un autre. Et la variété de pays cultivée à la ferme, c'est quasiment autant de génotypes que de plantes étudiées. Là, on peut grossir un petit peu la chose. On voit que c'est tout un réseau de génotypes différents, un petit peu différents les uns des autres, mais quand même qui présentent une certaine homogénéité morphologique. Alors, donc ça, c'est un premier goulot d'étranglement. Et puis, la seconde étape, à partir des années 80, en France, on n'a plus que ces variétés lignées pures dans les paysages. C'est beaucoup plus facile, du coup, de quantifier la diversité génétique spatiale qui est distribuée, qui est cultivée dans les champs, en regardant la surface occupée par les variétés et leur distance génétique. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans une étude entre 1980 et 2006. On a coloré ici les départements en vert lorsque l'indicateur, donc ici le nombre de variétés cultivées, augmentait durant la période, et en rouge lorsqu'il diminuait. Donc durant cette période, on voit que le nombre de variétés cultivées dans les départements qui sont le bassin de production du blé en France augmente. On a plus de variétés, donc c'est favorable. On sort de ce goulot d'étranglement avec juste quelques variétés très dominantes.
Mais par contre, quand on regarde la diversité génétique spatiale, on voit qu'elles sont de plus en plus ressemblantes entre elles, parce que on sélectionne des variétés adaptées à un type de culture et à une utilisation principalement. Alors au niveau phénotypique, au niveau fonctionnel, on a aussi cette homogénéisation. Donc avec là, j'ai pris le caractère de la hauteur des plantes. Dans les années 80, on voit qu'on a, donc là c'est les courbes qui moyennent les départements de la même couleur. On a un petit peu de différence de hauteur entre des départements rouges et puis les verts. Et puis dans les années 90, donc en Bretagne, on a de l'élevage, donc on a des gens qui cultivent des variétés avec des pailles un peu plus hautes. Et puis dans les années 90, là on voit que toutes les variétés partout en France, elles ont toutes quasiment la même hauteur, à 5 ou 10 cm près. Alors donc il s'agit, on pourrait se dire, cette homogénéisation génétique, elle est la conséquence de l'amélioration, de l'augmentation du rendement. Donc est-ce que vraiment c'est un problème? Alors bon, on peut quand même voir que c'est un petit problème quand même, avec cet exemple, par exemple, rapide, où l'on regarde ici l'utilisation d'un gène de résistance à la rouille jaune, qui est une maladie chez le blé tendre. Donc, la résistance peut être gouvernée par des gènes majeurs. Ce gène-là, il a été utilisé ici en bleu au Danemark, ou bien là en rouge en Grande-Bretagne, dans beaucoup de variétés. Dans 50% des variétés, il est utilisé en 1995. Et ce qu'on voit très rapidement, c'est les populations de rouge jaune, donc le champignon, les populations qui savent contourner ce gène de résistance, qui ont la virulence donc pour pouvoir le contourner. Eh bien, en 3 ans, on a 100% des souches, des populations de rouge jaune au Danemark, en Angleterre, mais aussi rapidement en France, qui savent contourner, et donc la résistance n'est plus efficace dans les champs. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer la vulnérabilité qui est liée à cette homogénéisation génétique, et puis ça peut se généraliser avec aussi une vulnérabilité aux facteurs environnementaux. Alors, donc, dans ce contexte de prise de conscience aussi des limites de cette amélioration qui s'accompagne d'une érosion et d'une uniformisation génétique, on voit émerger, comme je disais en 92, le concept de biodiversité cultivée. Et on voit, donc, qui est porté plus par les écologues, les généticiens des populations. Et on voit que la diversité, là, elle est plus considérée comme un stock, une ressource, mais comme un flux, comme un réseau qui peut évoluer et qui va aussi évoluer, qui n'est pas un objet fixé, mais qui va évoluer à travers son interaction avec les écosystèmes, les agrosystèmes, mais aussi les cultures humaines, les sociétés humaines, et donc on réintroduit la culture dans cette notion de biodiversité cultivée. Donc la vision là pour les variétés, ça va être un ensemble de variétés locales, adaptées, adaptables, comme j'ai présenté au début finalement des métapopulations cultivées. Et l'idée, ça va être d'aller vers cultiver des peuplements diversifiés pour permettre, comme ça a été montré en écologie dans les écosystèmes naturels, pour favoriser une stabilité de la productivité, une résilience et une capacité évolutive. La conservation qui est proposée et qui émerge à la Convention pour la biodiversité et ensuite qu'on va retrouver dans le TIRPA quelques années après, le traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, c'est la conservation, de faire une place à la conservation in situ, dans les milieux où cette diversité cultivée s'est développée, à travers une gestion dynamique en réseau à la ferme, avec un continuum entre conservation, sélection et production. Et donc on a là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais aussi un changement de statut. On passe de patrimoine commun d'humanité à souveraineté des États sur ces ressources génétiques, avec des enjeux aussi de propriété intellectuelle, etc. Alors, dans la foulée de ce nouveau paradigme sur la biodiversité cultivée, on voit aussi la diversité comme elle apparaît aussi comme un service écosystémique
et donc on va voir l'intérêt de la mobiliser au service de la transition de l'agriculture vers une agroécologie. Et donc c'est ce que j'ai représenté ici, une écologisation de l'agriculture au XXIe siècle, avec réintroduction de diversité à l'intérieur de la parcelle et à l'intérieur des champs. Alors, la diversité, il en faut partout, il en faut aussi avec des haies, etc. Mais bon, j'en parle pas parce que je suis généticienne des populations, je vous parle de celle-là. Et les bénéfices attendus de cette diversité génétique intraparcelle, c'est bien de favoriser les services de régulation à un instant donné, et également l'évolution temporelle, et ça j'y reviendrai après. Je vais commencer par parler de la manière la plus simple de mobiliser la diversité génétique intraparcelle, c'est tout simplement de mélanger les variétés. Alors les mélanges variétaux, ce n'est pas une innovation du XXIe siècle. Dès les années 70, il y avait des travaux scientifiques qui montraient l'intérêt des mélanges de variétés de céréales, notamment pour stabiliser le rendement, notamment face au développement des maladies. Et donc il y a des méta-analyses récentes de nombreux articles ici sur le blé, mais là sur 7 espèces différentes, qui montrent que les mélanges variétaux, en moyenne, ils présentent un avantage sur le rendement par rapport à la moyenne de leurs composantes en culture pure. Et cet avantage, il est d'autant plus important qu'on a des pressions de maladie, qu'on est en condition de stress. Donc on est à quelques pourcents, 6%, mais on voit bien qu'on a cet avantage en moyenne. On le retrouve sur le maïs, sur les légumineuses, sur d'autres espèces. Donc c'est des choses qui sont connues. Ce qui est intéressant, c'est que les agriculteurs ils s'y sont mis aussi et ils témoignent également des intérêts multiples que peuvent avoir ces mélanges variétaux-là. Le premier, et d'ailleurs ça vient très 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 loin, c'est pas de maximiser le rendement. Le premier, c'est de réduire les intrants, parce qu'on réduit les maladies, ça va moins vite, il y a moins de risques de contournement. Donc on réduit les intrants, ça nous intéresse en agroécologie. On stabilise le rendement, il n'est pas beaucoup meilleur, il n'est peut-être pas meilleur que la meilleure variété en pur, mais on évite les accidents, ça c'est vraiment important. Et puis on peut se simplifier le travail pour gérer plus de diversité à la ferme. Alors donc ça c'est l'intérêt de la diversité à un instant T. Il y a aussi cet intérêt de pouvoir la gérer dans l'espace et dans le temps. Donc dans le temps en ressemant d'une année sur l'autre pour essayer de favoriser l'adaptation au changement climatique par exemple, ou à l'arrivée de nouveaux pathogènes. Et puis on va aussi pouvoir comme ça gérer la diversité dans l'espace en décentralisant la gestion et la sélection, parce que c'est pas, il n'y a pas une unique variété qui va convenir à toutes les pratiques, à tous les terroirs, à tous les climats. Alors, est-ce que, effectivement, pour réintroduire cette gestion temporelle, il faut que les agriculteurs soient prêts à participer, à se réapproprier cette sélection, parce qu'il y a aussi une simplification de leur travail dans le fait d'acheter des semences chaque année. Et donc, on s'est demandé s'il y avait cet intérêt. Et oui, il y a bien un intérêt, notamment en agriculture biologique ou en agroécologie, quand les pratiques diffèrent beaucoup des conditions dans lesquelles les variétés sont sélectionnées par les sélectionneurs, eh bien, les variétés commerciales, elles ne sont plus adaptées. Il y a aussi cette recherche de variétés hétérogènes pour bénéficier des effets tampons de la diversité d'une année sur l'autre, parce qu'on ne sait pas prédire le climat, la météo de l'année suivante. Il y a cette volonté aussi de retrouver une autonomie en matière de semences pour maîtriser les coûts et la dépendance aux intrants. Et donc, début des années 2000, on a l'émergence de nouveaux acteurs en France, notamment le réseau Semences Paysannes. Alors, je vais finir en présentant un petit peu rapidement cette expérience de travail, de recherche participative qu'on a menée avec le réseau Semences Paysannes pratiquement depuis sa création, avec des objectifs multiples. Donc, on mobilisait les connaissances scientifiques pour répondre à une demande de la société, mais avec
des objectifs très concrets, donc une recherche-action pour développer ces variétés populations adaptées localement, aussi à des débouchés différenciés de qualité. On a parlé d'alimentation ce matin, mais ça c'est quelque chose qui est très important. Une coproduction de connaissances sur les stratégies pour gérer la diversité à la ferme et un renforcement de l'autonomie pour gérer la diversité collectivement à la ferme. Alors les principes de cette sélection participative, c'est de décentraliser la sélection dans chaque ferme, de pouvoir là évaluer et sélectionner les populations, la diversité, dans les conditions dans lesquelles elle va être cultivée ensuite, les années suivantes, et puis mobiliser et créer une diversité beaucoup plus large que celle qui est disponible au catalogue avec les variétés commerciales. Et cela dans un processus de recherche-action participative où toutes les décisions, que ce soit la définition des protocoles, des méthodes, mais aussi l'interprétation des résultats vont être faites, vont être prises collectivement, et on va pouvoir faire évoluer le dispositif au cours du temps si on s'aperçoit qu'il ne répond pas aux attentes des acteurs de terrain. Alors les résultats très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc on a bien développé après quelques années des variétés, de nouvelles variétés populations aux caractéristiques originales par rapport à ce qui existait sur le catalogue et qui sont utilisées par les paysans, qui ne sont pas forcément plus productives. Donc ici c'est le rendement dans les conditions les meilleures, mais qui vont mieux s'en tirer dans les mauvaises conditions. Donc en rouge c'est les variétés commerciales, je n'ai pas trop de temps d'entrer dans les détails, qui pour la qualité par contre vont pouvoir être plus stables. Ici, quand les teneurs en protéines chutent pour tout le monde, les variétés commerciales, elles ont vraiment du mal à s'en sortir, qui vont être plus stables d'une année sur l'autre, ce qui est important pour les agriculteurs, et qui vont, oui, on le voit ici, avoir des hauteurs de paille bien plus grandes que celles des variétés commerciales, vont beaucoup mieux couvrir le rang, faire concurrence aux adventices, et vont permettre de gérer les quelques petites plantes qui voudraient pousser sans encombre pour les blés. Bon, on a aussi développé des outils pour aider à la gestion, que ce soit les dispositifs expérimentaux, des méthodes, des bases de données pour gérer ces données. On a aussi vu l'autonomie accrue de ces acteurs pour gérer la diversité, pour sélectionner, pour choisir, identifier des croisements, pour choisir entre les populations, mais également une reconnaissance du rôle de ces organisations paysannes et citoyennes, parce qu'il y a aussi des jardiniers, des cuisiniers, des amateurs là-dedans, comme des acteurs de la biodiversité cultivée, et une évolution, une ouverture de la réglementation, notamment avec la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité cultivée. Et donc je conclurai avec sur l'intérêt de revenir à cette gestion dynamique adaptative de la diversité génétique. Au niveau individuel, pour chaque cultivateur, plus de stabilité, moins de risques, moins d'intrants, une adaptation en continu, une diversité jusqu'aux produits aux aliments. Et puis au niveau collectif, aussi cette gestion collective qui fournit une résilience du système, qui ancre dans le territoire et qui permet l'entretien à long terme à travers ce fonctionnement en métapopulation. Donc on est passé de la diversité génétique cultivée comme une ressource à conserver, comme à un vivant en réseau qui interagit avec des humains, des non-humains et aussi un service écosystémique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi mes collègues, tous les étudiants actuels et passés qui ont beaucoup contribué à nos travaux, mes collègues dans d'autres disciplines et surtout tous les amis du réseau Semences Paysannes. Et puis vous pour votre attention. Alors, est-ce que ça appelle des questions? On a un peu de temps pour en prendre quelques-unes. Est-ce que j'ai des questions? Oui, j'ai une question sur le tableau entre les deux systèmes, les deux approches.
Vous mettez à la fin les semences comme un patrimoine mondial de l'humanité dans la première partie. Voilà, le statut patrimoine commun de l'humanité, alors qu'on est, comme vous l'avez montré, dans une appropriation en fait des résultats de ce patrimoine par des semenciers. Donc ça semble paradoxal par rapport à, vous ne l'avez pas tellement développé, dans le second paradigme, le régime juridique complexe. Comment vous voyez ça? En fait, c'est ce qui a poussé les pays du Sud à faire bouger les choses, parce qu'effectivement, cette notion de patrimoine commun de l'humanité, ça permettait à ceux qui en ont les moyens de collecter et d'utiliser, de valoriser ces ressources génétiques et d'en tirer les bénéfices sans contrepartie pour les pays qui étaient les détenteurs ou les procureurs de cette diversité. Et c'est pour cela qu'en 92, donc là c'est une montée en puissance des pays du Sud qui ont revendiqué de redescendre les ressources génétiques comme une propriété nationale, avec mise en place d'un système complexe d'échange des ressources génétiques, donc le système multilatéral, qui est un petit peu compliqué, mais chaque pays, chaque acteur peut rentrer des ressources génétiques dans ce système-là, et en échange de l'utilisation de ces ressources pour une activité commerciale, eh bien, l'utilisateur devrait reverser des bénéfices aux détenteurs initial de ressources. Est-ce que ça répond? J'avais une question de l'acceptabilité ou la concurrence entre les fermes privées qui continuent à produire leurs variétés homogènes, je présume, et ce système, parce qu'en fait, comme ils ont introduit des normes sur les marchés pour l'achat du blé, etc., est-ce qu'ils refusent ou est-ce qu'ils acceptent, ou est-ce que ça demande un réseau parallèle d'utilisateurs de ces semences? Alors, en fait, dans les réseaux de semences paysannes, l'idée, c'est pas de se mettre à vendre des semences à d'autres, c'est vraiment de développer ses propres semences. Donc il n'y a pas de volonté de commercialiser les semences. Après, pour les produits qui sont issus de ces semences paysannes, il y a une partie qui est consommée, utilisée sur la ferme. Il y a beaucoup de paysans boulangers donc qui font leur farine et leur pain sur la ferme. Il y en a d'autres qui vendent à des coopératives. Il y a des coopératives qui acceptent facilement ces variétés population pourvu qu'elles aient des qualités. Il y en a qui ne les acceptent pas, il y en a d'autres qui les valorisent parce que elles ont des goûts, des caractéristiques qui sont différentes. Donc c'est variable. Après, c'est vrai que ça reste minoritaire par rapport à l'ensemble des variétés qui sont cultivées. D'autres questions? Le réseau Semences Paysannes, ça a quelque chose à voir avec le réseau Cocopelli ou absolument rien? Est-ce que c'est un organisme soutenu par l'État, par les syndicats? Je ne comprends pas bien ce que c'est. Oui, mais c'est normal parce que je n'ai pas expliqué. En fait, c'est une association qui fédère principalement des collectifs qui a été créé donc, à la base par des syndicats agricoles et des associations de l'agriculture biologique et quelques associations de préservation de la biodiversité cultivée, une quinzaine au départ, et qui maintenant compte environ 90 organisations ou associations locales ou nationales dont les buts sont de préserver, de valoriser la biodiversité cultivée et l'autonomie en semences. Et donc il n'y a pas c'est pas du tout soutenu par l'État, ils ont leur propre fonctionnement. Et par rapport à Cocopelli, alors c'est pas exactement la même vision qui est portée par Cocopelli. Donc Cocopelli ne fait pas partie du réseau Semences Paysannes. Cocopelli milite pour une libéralisation complète
du marché des semences, aucune règle. Et le réseau Semences Paysannes ne demande pas qu'il n'y ait pas de règles, parce qu'il pense qu'il faut des règles pour protéger aussi les semences paysannes. Donc ils n'ont pas exactement la même vision, mais bon, dans la pratique, les deux contribuent à la biodiversité cultivée. Autre question, alors, très courte. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit en demandant s'il n'y avait pas une possibilité d'élargir au niveau européen, c'est-à-dire d'essayer de passer au-dessus de ce que les semenciers ont essayé de mettre en place, c'est-à-dire une obligation de passer par un cahier des charges, de passer par une partie juridique pour déposer une espèce de brevet pour les différentes variétés. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à passer au-dessus de ça de façon à obtenir cette diversification dont on a besoin? Alors, donc, D'étendre la question, est-ce que l'Europe a quand même statué récemment là-dessus et ouvert une espèce de porte de derrière? Est-ce que tu pourrais clarifier ça? oui, alors juste, je voudrais préciser, en Europe, il n'y a pas de brevet sur les variétés. Le titre de propriété intellectuelle, c'est le certificat d'obtention végétale, qui est quelque chose de plus ouvert, puisqu'on peut utiliser la variété pour un nouveau croisement. Alors, il y a eu récemment des avancées à travers le règlement pour l'agriculture biologique de 2018, le règlement européen, qui permet l'inscription, donc à côté du catalogue, l'inscription de quelque chose qu'ils ont appelé matériel hétérogène biologique, qui en fait est des populations, donc pour lesquelles il n'y aura pas de possibilité de propriété intellectuelle, donc pas de certificat d'obtention végétale, pas d'inscription au catalogue, et la description ne reposera pas sur l'homogénéité génétique ou les performances. Je n'ai pas eu le temps d'en parler non plus, mais pour inscrire, il faut des performances supérieures aux témoins. Ça reposera juste sur une description du processus d'obtention, donc quel parent, comment ça a été multiplié, sélectionné pour arriver à cette population, donc qui s'appelle matériel biologique, matériel hétérogène biologique, et donc le décret d'application est sorti en janvier 2022, donc on peut maintenant faire cette notification. Donc ça, c'est quand même une ouverture pour la diversité biologique. Une dernière brève question. Moi j'en ai une. Comment est-ce qu'on est sûr que les semences paysannes générées par des paysans gèrent la dérive génétique? Parce que c'est un des objets majeurs qui a quand même causé la perte de gènes d'intérêt historiquement, la dérive génétique. Et comment tu vois la façon de faire pour qu'on ait tous les avantages que tu décris et pas de perte par dérive? Eh bien, chaque population chez un agriculteur va subir une dérive génétique qui va dépendre de ses propres pratiques. Après, la garantie, c'est le fonctionnement en réseau, en métapopulation, qui fait que, nous, toutes les études de diversité génétique qu'on a fait, ça va vraiment vers une diversification. Et même si localement, oui, on a des pertes, que ce soit par dérive ou par sélection locale, mais sur l'ensemble, on a création, on a diversification, parce que quand on pense simplement, il suffit simplement d'avoir 20, 50 populations qui peuvent occasionnellement se mélanger, se croiser pour maintenir la diversité. Et juste avant de partir, j'ai juste deux petites annonces. La première, c'est que demain, c'est la journée, la manif climat. Donc je sais qu'ici, il y a le colloque, mais vous pouvez avoir une petite pensée de soutien pour cette manifestation, enfin si vous voulez. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y aurait pas de biodiversité cultivée s'il n'y avait pas d'agriculteurs qui ont des terres. Et donc en Ile-de-France, on est encore en train d'urbaniser, d'artificialiser nos terres. Et donc il y a des collectifs qui défendent, qui essayent de préserver ces terres-là, notamment sur le plateau de Saclay, là où je travaille. Si vous voulez aller voir, on s'appelle le collectif contre la ligne 18 et contre l'artificialisation des terres. Et voilà, il y a une pétition. Voilà.